Bonjour à tous et merci d'assister à cette dernière table ronde de la journée. Merci à Finance Innovation également pour l'invitation. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la démocratisation des paiements en crypto-monnaie. Et pour ça, on a la chance d'avoir vraiment des experts du sujet, que je remercie également d'être là aujourd'hui. Donc, pour commencer, les crypto-monnaies, c'est intervenu maintenant, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, et c'est arrivé comme quelque chose de très disruptif, basé sur une nouvelle technologie et qui a suscité beaucoup de résistance. Et puis, cette résistance, elle s'est un peu essoufflée au fil des années. Les crypto-monnaies se sont de plus en plus intégrées au système financier. On a aujourd'hui une réglementation dédiée, qui est d'ailleurs très inspirée de la réglementation financière classique, que ce soit le prospectus, les PSI, avec le règlement MiCA. Et donc aujourd'hui se pose la question, pour cet actif qui arrive à une sorte de maturité, du paiement en crypto-monnaie. Et donc, comme je le disais, aujourd'hui, on a vraiment la chance d'avoir des experts du sujet que je vais présenter très rapidement. Donc, on a Benoît Roger, qui est Head of Compliance chez Culipa. On a également Damien Patureau, qui est cofondateur et CEO de Lizzy. Céline Sountaille, qui est experte en paiement et Venture Manager chez BPI France. Et enfin, Thibaut Verbier, qui est président du conseil d'administration de Paytend et qui est également avocat. Donc pour commencer, l'idée, c'est de faire le point. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui du paiement en crypto-monnaie? Et donc, je vous pose la question à vous, Benoît. En fait, paiement, c'est assez large. Au début, on parle d'une transaction d'un wallet à un autre wallet, où l'adresse elle est complètement illisible pour un humain normal, et on arrive à tout un tas d'expériences de paiement au sens large. Aujourd'hui, on peut avoir un compte crypto et fiat avec 2 blocs et une carte de paiement fiat. On peut envoyer de l'argent en peer-to-peer avec un numéro de téléphone, comme le fait Opera MiniPay. On peut payer avec un QR code, comme Lizzy et Damien, mais Damien en parlera bien mieux que moi. On peut avoir une carte qui est, comme Culipa, adossée à un wallet on-chain. Et on peut aussi avoir un IBAN qui est rattaché à un wallet avec une conversion automatique. Donc, c'est assez large, on a plein d'expériences de paiement. Merci beaucoup. Thibaut, un mot sur ce sujet également? Quelle est la question? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui du paiement des cryptos? Quelle est la situation actuelle et vers quoi est-ce qu'on doit tendre? Aujourd'hui, on est dans une situation encore émergente et où c'est quand même perçu comme compliqué, à la fois par le consommateur, mais aussi par le commerçant. Par le consommateur, parce qu'il y a une barrière à l'entrée qui est à la fois technologique et psychologique. Ouvrir un wallet, pour beaucoup de gens, ça semble compliqué. L'aspect aussi sécurité inquiète. Il faut pouvoir garder ces seed phrases, comme on dit, ces phrases, ces mots techniques. Il y a aussi peur de se tromper, parce que c'est arrivé à plein de gens qui sont mis à la crypto d'envoyer un paiement, par exemple, sur un mauvais réseau. Hein, si vous n'êtes pas un tout petit peu aguerri, c'est des choses, franchement, ça m'est arrivé. Je peux dire que c'est très, très, très ralent, parce que c'est totalement irrécupérable. Et donc, il faut un minimum d'éducation pour qu'on puisse utiliser sereinement la crypto. Donc, on en est là. Et côté commerçant, c'est tout aussi compliqué, parce qu'un commerçant qui se dit « Oh bon, j'ai peut-être un nouveau moyen de paiement, donc des nouveaux clients potentiels qui viendraient chez moi parce que je leur offre ce moyen de paiement », c'est pour lui aussi un parcours du combattant. C'est même pire que pour l'utilisateur, parce que généralement, il est dans un environnement fiscal, en plus, qui ne favorise pas l'utilisation fluide des cryptos. Par exemple, en France, typique, hein, si vous passez de crypto à fiat, paf, vous êtes taxé. Et flat tax, 30% sur la plus-value. Et il y a des problèmes de TVA qui ne sont pas clairs. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, c'est absolument pas fluide et que ça reste tout à fait anecdotique. Il y a bien sûr des offres qui existent. Par exemple, chez Paytend, nous, on a une carte crypto. D'autres le font. Carte crypto, ça veut dire que vous avez une carte Mastercard ou Visa et vous pouvez charger vos cryptos. Mais derrière, il y a toute une machinerie. Parce qu'en réalité, le commerçant, lui, c'est pas la crypto qu'il reçoit quand vous payez chez lui. C'est de la fiat.
Et donc, il faut qu'il y ait toute une machinerie pour pouvoir, en fait, convertir la crypto qu'il aurait chargée sur sa carte en fiat. Donc, tout ça n'est absolument pas fluide. Et l'enjeu, c'est ça, c'est de créer une fluidité. Et in fine, le consommateur, lui, il y a une seule chose qui l'intéresse, une seule. C'est d'avoir une seule interface, une appli hyper simple, aussi simple que l'appli soit de PayPal ou son appli bancaire habituelle, et dans laquelle il va pouvoir payer aussi facilement en crypto qu'en fiat. C'est la seule chose qui l'intéresse. Donc, c'est cette convergence-là qu'il faut atteindre, tout simplement. Merci beaucoup. Alors, je vais en profiter pour rester un peu avec vous. On comprend que c'est des mécaniques assez compliquées. Il y a eu un nouveau texte, qui est le règlement MiCA, qui est sorti sur le sujet des cryptoactifs. On a aussi le projet de DSP3 et de RSP qui est sorti il y a un moment maintenant. Qu'est-ce que ces textes vont apporter à cette question du paiement en crypto? C'est à moi que tu poses la question. Je ne veux pas monopoliser. MiCA, c'est clairement, puisqu'on parle de paiement, le stablecoin qui devient roi dans la réglementation, avec un nouveau statut qui n'existait pas avant, qui du coup a un vrai nouveau statut, et où on voit deux catégories de stablecoin émerger. L'un, c'est qu'on comprend facilement, c'est en fait de la monnaie électronique tokenisée, tout simplement. Hein. Et d'ailleurs, ça, c'est on dira le stablecoin intuitivement le plus évident, parce que ça ressemble à Tether, sauf que c'est de l'euro. Et la réglementation européenne permet d'ailleurs même de faire du dollar tokenisé en Europe, puisque ça devient une monnaie électronique qui doit être adossée à une monnaie, à une seule monnaie. Ça, c'est le stablecoin, je dirais, classique, de type Tether, mais européen. Et puis, vous avez tous les mécanismes qui permettent de stabiliser un actif numérique. Le prix d'un actif numérique, soit un panier de devises, soit de l'or, soit même des cryptos elles-mêmes, qui pourraient stabiliser une autre crypto qui deviendra alors ce qu'on appelle un ERT. Donc, mais on va s'arrêter à la première catégorie, c'est celle des stablecoins dits monnaie électronique, on appelle OMT, monnaie électronique tokenisée. Donc ça, c'est quelque chose auquel on est déjà habitué. C'est de la monnaie électronique, donc c'est émis par un acteur privé. Et d'ailleurs, la loi MiCA dit qu'il faut être soit un établissement de monnaie électronique déjà existant, soit une banque pour pouvoir émettre de la monnaie électronique tokenisée. Donc c'est plutôt ce sujet-là qui nous intéresse. Ça, c'est une nouveauté. C'est récent, puisque c'est MiCA. Et là, on s'attend à une multiplication des cas d'usage. Dès lors qu'on aura les premiers opérateurs, établissements de monnaie électronique ou banques, qui ont ce statut, qui nous devront le notifier pour l'avoir, eh bien, on s'attend à une multiplication de cas d'usage. Le premier, évident, étant les paiements transfrontaliers. Parce que n'importe quelle boîte qui fait du commerce électronique transfrontalier, c'est la difficulté qu'il y a à avoir des paiements transfrontaliers, y compris Visa, Mastercard, etc. Parce qu'il y a beaucoup de frais, etc. Énormément de frais dans les paiements transfrontaliers. Donc il y a l'espoir qu'avec cette monnaie électronique tokenisée, eh bien, on se retrouve avec des infrastructures beaucoup moins chères, et rapides et beaucoup moins chères. Donc ça, c'est la première pierre. Et la deuxième pierre, c'est la DSP3. Et puis sa petite cousine à côté, qui est aussi le règlement service de paiement. Et DSP3, c'est un texte de convergence et standardisation. C'est un texte qui veut faire converger les paiements traditionnels avec les stablecoins et les cryptos, et de standardisation, notamment sur les API, puisqu'on se retrouve avec un Open Banking 2.0, qui peut aller jusqu'à l'accès à des wallets d'opérateurs qui seraient régulés MiCA. Ça pourrait aller jusque-là. Donc il y a un mouvement de convergence. Et ça, c'est absolument indispensable si on veut démocratiser évidemment les paiements. Merci beaucoup. Donc effectivement, les stablecoins, c'est quelque chose qui est central dans cette question du paiement en crypto-monnaie. Céline, est-ce que vous voulez nous parler également de ce rôle central que vont jouer les stablecoins justement dans le paiement? Oui, alors la manière d'envoyer de l'argent depuis des années, il y a 3 méthodes. On a SWIFT, on a des networks locaux comme UPI, SEPA et autres. Excusez-moi, j'ai la voix un peu. Et le troisième, c'est des closed loop fournisseurs, Western Union, par exemple. Alors, ce qu'on voit, c'est que ces 3 méthodes, elles ont très bien fonctionné pendant des années. Mais ce qu'on constate, c'est qu'en effet, comme tu l'as mentionné, les coûts sont élevés, les temps de transaction prennent du temps, et il y a des barrières à l'entrée pour certains pays, dont soit les monnaies sont volatiles, soit tout simplement, ils n'ont pas accès à des systèmes financiers. Ce qu'on remarque, c'est que c'est
plus ou moins facile de recevoir de l'USDC, encore faut-il savoir le dépenser. Et pour savoir le dépenser, on a besoin d'institutionnels. Il faut qu'il y ait des infrastructures qui permettent l'envoi de stablecoins d'un endroit à l'autre. Et pour ça, c'est la raison pour laquelle les institutions financières, à l'instar des telcos, au moment de l'apparition d'Internet, qui ont intégré Internet dans leur service de telco, à l'instar de ça, il faut que les institutions financières puissent aussi prendre le pas sur tout ce qui est stablecoin. Alors, ce qu'on constate, c'est que le stablecoin, c'est global, c'est instantané, et c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça ne s'arrête pas. Et du coup, les use cases, ils sont nombreux. Alors, on a parlé de la possibilité de dérisquer des opérations de trading ou d'investissement sur des échanges. Oui, ça, c'est un des use cases. Aujourd'hui, il y a plus de 15 milliards, je pense, d'USDC sur toutes les crypto-exchanges que vous pouvez regarder. Forcément, l'asset est volatile, donc ça vous permet de le dérisquer en le mettant sur de l'USDC. Mais dans le paiement, on a en effet les paiements transfrontaliers, qu'ils soient B2C ou B2B, mais on a aussi tout ce qui est gestion de trésorerie. Dans la gestion de trésorerie, il y a beaucoup de cas où on se rend compte qu'en permettant des transactions qui sont instantanées, qui ne s'arrêtent pas le week-end et qui continuent, peu importe où on est dans le monde, en fait, on est juste plus efficient. C'est le cas on a vu beaucoup d'acteurs comme WorldPay, Stripe, Mastercard, qui ont finalement dû adopter à partir de 2021 l'USDC dans leurs offres parce qu'ils se rendaient bien compte que leurs clients le leur demandaient. Ensuite, il y a un autre cas, c'est le payroll. On n'en parle pas tout le temps, mais en fait, le payroll, c'est quand même majeur. Toutes les entreprises globales qui doivent payer leurs employés au travers le monde doivent fonctionner avec des clearings et des settlements, doivent fonctionner avec des devises différentes. C'est de l'opérationnel non nécessaire. Quand vous savez envoyer de l'USDC d'un endroit à l'autre dans le monde, vous allez juste plus facilement, plus rapidement. Il y a un dernier cas, et ça c'est plus l'impact que ça a sur l'AML et le KYC finalement. Si vous allez sur une app de paiement, vous décidez de retirer de l'argent en cash et puis de le remettre ailleurs, comment vous vous assurez finalement de la traçabilité de votre argent d'un provider à l'autre? Alors on a toujours cette sensation que la crypto est scammy, mais en fait finalement il n'y a pas une autre technologie qui trace mieux les transactions d'argent que la blockchain. Vous pouvez vraiment suivre d'un aspect à l'autre où va l'argent. Et ça c'est vraiment non négligeable aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir présenté ces avantages du stablecoin. Alors je reviens à ce que Thibaut a commencé à expliquer, qui sont les frictions aujourd'hui et les obstacles à l'adoption massive des paiements en crypto. Et je me tourne vers vous, Damien. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces frictions et de ces obstacles? Ouais. Moi, je vais être un petit peu plus positif quand même et partir du cas d'usage, parce que je baigne dans le cas d'usage depuis un peu plus de 5 ans maintenant. On a commencé par de la fidélité, on fait vraiment du paiement avec de l'acceptation pour les marchands. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on est passé quand même de quelque chose qui était très anecdotique, on va dire, à quelque chose qui devient une lame de fond. À titre d'exemple, il y a 1 an en arrière, on recevait à peu près une dizaine de formulaires sur notre site internet de marchands qui voulaient accepter le moyen de paiement crypto. Aujourd'hui, c'est entre 20 à 50 demandes entrantes par jour sur notre site internet de marchands qui souhaitent accepter le mode de paiement crypto. Donc aujourd'hui, c'est plus une utopie. J'ai plutôt envie de dire que ça devient une réalité. Le marché est plutôt très positif. Je vais donner quelques chiffres quand même. Dernière étude Adan KPMG, c'est pas loin de 12% ou 15% des Français qui ont de la crypto aujourd'hui. 30% aux États-Unis, 670 millions de porteurs aujourd'hui de crypto dans le monde, et d'ici fin 2027, on sera plus d'1 milliard. Un habitant sur Terre sur 8 sur Terre auront de la crypto, c'est pas neutre. Et donc ça devient un vrai sujet pour les marques, un vrai enjeu. Alors il y a 2 visions, il y a la vision très occidentale, la nôtre. On est surbancarisé, on a accès à la carte bancaire, on a accès à un compte en banque en 5 minutes, un compte entreprise en 10 minutes sur Conto, etc. Et puis, il y a d'autres zones du monde, malheureusement, où le paiement en crypto est une raison d'être en réalité. Je pense à des pays comme l'Argentine, le Liban et beaucoup d'autres, où il y a malheureusement des dévaluations de la monnaie qui sont très importantes et où le paiement crypto devient une vraie alternative, pour le marchand, mais pour aussi le payeur, du coup, qui lui a une vraie réserve de valeur, pour le coup, qui reste assez stable grâce au stablecoin notamment. On pense à USDC, on en a beaucoup parlé parce que
Ils sont plutôt très implantés désormais en Europe, mais il faut aussi parler du SDT à l'échelle mondiale. Pour rezoomer sur le côté acceptation, côté marchand, côté, on va dire, occidental, on est plutôt sur des cas d'usage qui vont tourner autour du moyen de paiement alternatif. De la même manière qu'il y a quelques années en arrière, les marchands acceptaient Alipay ou WeChat Pay dans leur système de paiement pour aller toucher une clientèle asiatique par exemple, le paiement crypto devient un nouveau standard, un nouveau levier d'acquisition et de rétention client. C'est comme ça qu'il est déployé. Chez un voisin, Printemps par exemple, il l'utilise très bien de cette manière-là notamment. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Dans les usages, je vous rejoins par contre côté B2C où ils sont à créer en effet, mais je pense qu'on a encore beaucoup de challenges, notamment sur le panel d'avant, on parlait de beaucoup d'expérience utilisateur. Et en effet, on a une vraie expérience utilisateur à pousser de notre côté. Nous, en tout cas, ce qu'on voit et ce qu'on observe, on a créé un concept qu'on appelle nous l'open banking crypto, où en fait on part du constat quand même que quand on a ces cryptos sur un Binance, un crypto.com ou un Coinbase, on n'a pas forcément envie de les mettre sur un Bitpanda par exemple. Et donc on a développé nous plutôt un connecteur où on permet aux utilisateurs de payer de la même manière qu'il va payer avec son compte Société Générale ou BNP Paribas ou de l'UP par exemple, en plug and play via notre gate de paiement. C'est de la même chose sur du non-custodial avec plus de 500 wallets qui sont déjà intégrés dans la gate de paiement, comme MetaMask, Phantom, etc. Alors ça amène beaucoup d'autres sujets et complexités, notamment d'expérience utilisateur par rapport à la fraude, au KYC, enfin, etc., à toutes les diligences qui nous sont imposées. Mais je pense qu'on aura largement le temps d'en parler après. Mais globalement, ça reste très positif. Nous, on voit aussi en termes de volumétrie d'affaires aujourd'hui, c'est plus utopique. Voilà. Oui, on comprend que c'est très international et même mondial en fait comme mouvement. Et alors je me tourne vers vous, Céline, puisque vous êtes à la BPI. Quelle est un peu la place de l'Europe et la place de la France dans ce mouvement-là? Mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup. On parle beaucoup de l'USDC. Alors bon, le dollar a trouvé son product market fit depuis pas mal d'années, je pense. Et donc c'est difficile, évidemment, de détrôner le dollar du jour au lendemain. Mais quand même, maintenant qu'on est avec cette nouvelle monnaie, des nouvelles types de réserves, de constitution de réserves, se pose la question de savoir pourquoi les stablecoins sont principalement représentés par des boîtes américaines. On a l'USDC, c'est Circle, on a l'USDG, c'est Paxos, et on a USDT, c'est Tether. Et puis l'Europe, on la voit pas trop là-dedans, ce qui est un peu dommage parce que l'euro est quand même utilisé. Et donc, certes, Circle a un EUROC, mais en termes de volume, on n'est pas comparable à ce qui se passe avec l'USDC. Donc, je pense qu'il y a une vraie prise de position qui doit être faite en termes de politique monétaire en utilisant le stablecoin comme instrument, justement, pour positionner l'euro dans les échanges commerciaux. Et pour ça, il faut des acteurs crypto qui qui pourraient être des issueurs d'euros et avoir bien sûr tous les problèmes que ça pose en tête, parce qu'évidemment, émettre une monnaie, ça veut dire de penser au risque de stabilité, à tout ce qui est liquidité, réserve, le ratio qui doit être tenu en 1 à 1. Voilà, c'est des choses auxquelles il faut être prudent, mais c'est sûr que des acteurs comme la BPI, ici, sont là pour supporter des startups qui se présenteraient pour justement pousser ces idées novatrices et supporter l'euro et pouvoir donner la place à l'Europe dans le stablecoin. Juste, je pourrais compléter, parce qu'il y a quand même une banque française qui a été largement précurseur sur les sujets de stablecoin, notamment je pense à la Société Générale via sa filiale Forge qui a créé quand même dans un marché qui était en construction en 2018, je crois, le LUG, j'ai plus les dates exactes, s'il y a quelqu'un de la Société Générale, pardonnez-moi d'avance, mais qui a déjà lancé du coup à cette époque-là du coup un stablecoin alors qu'il y avait plutôt un usage retail, notamment pour faire du cashback, etc., et qui a lancé il n'y a pas longtemps quand même l'euro convertible aussi, du coup l'euro CV. Donc je pense qu'il y a quand même des acteurs qui tentent de prendre le leadership sur cette verticale-là. Le paradoxe de la souveraineté européenne, malheureusement, c'est que le principal émetteur reste américain et que c'est là où il y a le plus de liquidité sur l'USDC ou l'EUROC, comme tu le disais à juste titre, quoi. Voilà, et donc il y a un vrai sujet de souveraineté et j'espère que
la Banque Centrale Européenne prendra les bonnes décisions, mais je pense qu'on aura le temps de parcourir le sujet. Oui. Alors, Damien, vous en parliez tout à l'heure. L'adoption du paiement en crypto, ça soulève un certain nombre de questions côté compliance. Donc, je me retourne vers vous, Benoît. Quels sont les défis côté compliance que pose cette question du paiement en crypto? Ça porte un nom, c'est MiCA. En tant que tel, c'est déjà un défi. On a la chance d'avoir MiCA. Je dis la chance parce que c'est vraiment une opportunité. On était assez porteurs, enfin assez précurseurs là-dessus. Mais ça impose un certain nombre de règles. Si je devais faire ChatGPT de MiCA en 5-6 points, premier, c'est qu'il faut être, on en a dit tout à l'heure, il faut être un émetteur de monnaie électronique, ce qui n'est pas rien. Il faut être agréé du coup. Il faut avoir des réserves. Et il faut que quand on émet un EMT, on soit adossé à de la monnaie fiduciaire, à un point, comme le disait Céline. Il y a aussi un principe de rédemption. Il faut qu'à tout moment, le porteur de EMT puisse convertir avec de la monnaie fiduciaire son EMT. Et puis, on a 2-3 autres points. Un qui est une grosse différence par rapport aux États-Unis, c'est qu'on ne peut pas générer de rendement des EMT. Ce n'est pas un produit d'épargne. On a aussi un document explicatif à faire qui s'appelle un white paper. On va expliquer un peu les mécanismes, les risques. C'est très régulatory et conformité comme document. Et puis, pas des moindres, c'est la supervision. On a des acteurs qui vont superviser les EME, la CPR et l'AMF. Et si l'émetteur d'EMT il est vraiment significatif en termes de volume, c'est directement par l'EBA, par l'autorité bancaire européenne. Donc déjà, ça, c'est des gros points. Merci. Alors, je me retourne à nouveau vers vous, Thibaut. On a pas mal parlé des stablecoins. Il y a un autre projet qui est dans les tuyaux depuis un moment, c'est l'euro numérique. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous expliquer en quoi c'est différent d'un stablecoin? L'euro numérique, c'est la tokenisation de la monnaie de banque centrale. Donc, c'est une monnaie qui est émise directement par la banque centrale, alors que l'EMT, ce qu'on appelle l'EMT, donc la monnaie électronique blockchain tokenisée, peu importe comment vous l'appelez, elle est mise par un acteur privé, c'est-à-dire un établissement de monnaie électronique déjà existant ou par une banque. Et l'euro numérique n'existe pas encore. La monnaie électronique, elle existe depuis longtemps, elle existe depuis plus de 20 ans. On sait ce que c'est, on l'utilise tous les jours. Les cartes prépayées, par exemple, sont un bon exemple. Et l'euro numérique, c'est nouveau, ça pose plein de défis. On nous l'annonce pour fin de l'année, mais ça n'arrivera pas fin de l'année. Les arbitrages seront beaucoup plus longs. Et ça pose des questions. Donc l'euro numérique, ça sert à quoi? Ça va devenir un nouveau moyen de paiement retail que vous pourrez utiliser comme du cash, mais de manière électronique, de manière digitale. Alors déjà, c'est un peu bizarre ce que je dis, parce que le cash n'a pas besoin de KYC, pas besoin d'identification. Alors l'euro numérique, est-ce que ce sera comme le cash? Alors ça veut dire qu'on ne devra pas être identifié. Ah, mais attendez, parce qu'on aurait quand même en profité pour tracer les opérations des citoyens pour des raisons de blanchiment, etc. etc., etc. Et donc il y a la question de la vie privée, c'est ce que je viens de dire. Et puis il y a la question du rôle des banques commerciales, parce que les banques commerciales ne sont pas idiotes, elles se disent si la banque centrale émet directement une monnaie qui permet d'être contenue dans un wallet, qui la distribue? Si c'est la banque centrale directement, ça ne va pas être sympa pour les banques commerciales. Et donc les banques commerciales devraient normalement avoir vocation à devenir distributrices de cette monnaie. Oui, mais alors, si les banques commerciales deviennent distributrices, vous avez aussi les fintech, vous avez aussi les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement. Ils vont dire, et moi, je ne peux pas la distribuer alors cette monnaie? Pourquoi ce seraient les banques commerciales seules, etc. Donc vous voyez que c'est des arbitrages qui ne sont vraiment pas évidents. On peut dire, pour résumer, que l'euro numérique, ça ne plaît pas beaucoup aux associations de défense des libertés fondamentales, n'aiment pas l'euro numérique, c'est assez unanime. Elles se disent ça, ils nous feront le coup du Big Brother exposant 10. Mais d'un autre côté, il y a des usages vraiment importants de l'euro numérique, par exemple dans le post-trade. On a besoin d'avoir une monnaie tokenisée pour les futures bourses tokenisées. Rien que pour ça, il y a déjà un usage qui est clair. Mais là, les établissements de monnaie électronique vous diront mais on pourrait très bien utiliser alors la monnaie électronique tokenisée, même sur les marchés.
même en post-trade. Vous voyez, ce n'est pas un débat simple. Oui, et donc on a d'un côté possiblement un euro numérique qui va arriver, de l'autre côté, donc qui est établi par l'État, par les institutions, et de l'autre côté, des stablecoins qui sont émis par des sociétés privées, et donc il peut y en avoir un certain nombre, il en existe déjà un certain nombre, et est-ce qu'à un moment il n'y a pas un risque de multiplication de ces différents outils et un peu de confusion? Damien ou Benoît? Ouais, si, c'est un impact, moi en tant qu'utilisateur, si demain il y a une multiplication d'EMT qui sont émis sur différentes blockchains, la lisibilité pour le consommateur final, elle risque d'être un peu difficile. Déjà, quand on est dedans, c'est pas simple, mais alors quelqu'un qui est en dehors de cet environnement-là, ça va être compliqué. Ouais. Alors, moi, je complète en termes d'infra, connaissant bien la contrainte pour la gérer au quotidien. Ça emmène quand même beaucoup de complexité en effet. Il existe aujourd'hui quand même beaucoup de blockchains. Sur chaque blockchain, on a du coup des stablecoins. Sur ces stablecoins, on va avoir des usages. La difficulté pour des opérateurs comme nous, c'est de pouvoir transférer cette valeur d'un point à un point B. Et on a souvent recours quand même à ce qu'on appelle des bridges, etc. techniques qui complexifient quand même ce qu'est l'infrastructure aujourd'hui. Et côté utilisateur, complexifie quand même l'expérience vraiment de paiement en tant que tel, parce que, tu le disais tout à l'heure à juste titre, un paiement, ça doit être... En plus, le paiement est devenu tellement challenging avec le tap and pay, on est tous hyper contents de payer en 1 seconde. Sur un paiement crypto, il faut choisir la blockchain, il faut choisir le jeton, il ne faut pas se tromper de réseau, parce qu'on risque de tout perdre sinon, il faut payer les gas fees, etc., etc. Donc il y a encore quand même des challenges pour que ça devienne en effet très mainstream. Mais ça passera par, de mon point de vue, une évolution de la technologie en tant que telle et de la démultiplication, par exemple, des startups, enfin des sociétés innovantes notamment. Mais oui, j'allais rajouter, pour ça, il y a de plus en plus... Enfin, l'interopérabilité, c'est un topic depuis 2021. C'est vrai que c'est absurde. On a un sol, on est sur Ethereum et on ne peut pas payer parce qu'on a un sol. Et on doit aller sur un bridge, donc c'est l'équivalent d'aller sur un Western Union, mais sur la blockchain, enfin, ça n'a pas de sens. Donc, mais il y a des protocoles quand même de plus en plus qui sont créés, avec Circle notamment, avec Chainlink, qui ont des cross-chain protocoles qui vous permettent finalement d'intégrer dans votre infra la possibilité que pour votre user, vous payez avec une certaine devise en crypto, donc Sol étant la devise de Solana, et que vous puissiez payer avec votre Sol sur le network Ethereum qui est normalement le native token et l'Ether. Donc voilà, ces protocoles pop-up de plus en plus et on les voit apparaître et bon, c'est assez prometteur, je pense, pour l'interopérabilité. Ouais, ça l'est sur cette première couche, qui est l'affaire, on va dire, de start-up comme nous, par exemple, innovantes, qui développons de l'infrastructure de paiement. Donc l'interopérabilité, c'est plutôt nous qui la gérons. Je dirais que l'enjeu à venir quand même dans les prochaines années, enfin dans les prochains mois, années, plutôt années en effet, c'est vraiment d'avoir une intégration maximale en fait de ce qu'est aujourd'hui la technologie Web3 dans le système qu'on connaît bancaire traditionnel en réalité. Parce que moi, si je repars de mon cas d'usage, ma réalité du moment, sur tous les marchands qui sont aujourd'hui, qui font de l'acceptation de paiement crypto, 98% de ces marchands souhaitent être reversés en fiat, en devise locale. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. 2% ont compris l'intérêt d'être reversés en stablecoin, pourquoi pas. Certains, un petit peu plus aventureux, j'ai envie de dire, vont aller faire du placement de trésorerie en bitcoin, etc., etc. Et on arrive sur après des choses qui sont très vertueuses en termes de gestion de trésorerie, etc., etc. Et là aussi, on le voit de façon très géographique aussi que bon, les Américains sont très matures sur ces sujets-là. En Europe, on est beaucoup plus conservateur, malheureusement, sur ces cas d'usage-là. Mais on tend à quand même, du coup, démultiplier ces opportunités, mais ça passera par une connaissance aussi de ce qu'est la technologie et des cas d'usage qu'on peut apporter grâce à cette acceptation, en fait. Voilà. Ouais, merci pour cet éclairage concret. Donc on parle de la situation en France, on a parlé de l'euro numérique. Quelle est la situation aujourd'hui aux États-Unis ? On sait que depuis l'élection de Donald Trump, ça a été un coup de fouet pour l'univers des cryptos. Où est-ce qu'ils en sont ? Est-ce qu'ils sont plus avancés ? Est-ce qu'au contraire, ils sont en retard ? Là, pour le coup,
le pragmatisme américain, j'ai envie de dire. Alors ça n'était pas jusqu'à l'arrivée de Trump, après on l'aime, on déteste, il n'y a pas d'avis politique sur ça. La réalité, c'est que depuis qu'il est arrivé, il tend à pousser du coup un cadre réglementaire qui va être très clair pour les boîtes américaines. Ils ont une politique aujourd'hui qui est pro-crypto. Alors, ce qu'a fait l'Europe, ça a été très bien avec le PSAN, bravo à la France d'ailleurs, qui a été précurseur sur le sujet, notamment sur la partie réglementation. MiCA est quand même très inspiré de ce qu'a été la réglementation PSAN. Et ce qui est quand même prévu, enfin ce qu'on voit arriver en tout cas côté US, c'est qu'il y aura voilà, un MiCA-like, on va dire, aux États-Unis, et ce qui va amener un cadre réglementaire quand même qui va être plutôt très positif dans une politique pro-crypto, où la plupart des boîtes américaines qui s'étaient d'ailleurs enregistrées dans différentes zones du monde parce que le cadre réglementaire n'était pas là, sont en train de revenir d'ailleurs avec une politique d'ailleurs fiscale particulièrement agressive. Mais ça, bon, on va dire que c'est la politique de Trump sur ces sujets-là pro-américains. Réserve stratégique, Bitcoin par exemple. Donc voilà, tous les avoirs qui ont été collectés en crypto sont aujourd'hui du coup mis dans une réserve stratégique. Donc ça ouvre la voie en fait à beaucoup de choses. Nous on le voit à notre niveau en Europe, l'élection de Trump a fait bouger les lignes, le régulateur, la BCE, la Banque de France notamment, etc. Où on sent qu'il se passe vraiment quelque chose. Et l'enjeu de mon point de vue en tous les cas sur ce qu'il est en train de se passer, c'est vraiment comment l'Europe va garder sa souveraineté en réalité, sachant qu'on a parlé de stablecoin, les principaux émetteurs sont américains, ou sont les Européens malheureusement. On a été au début de la régulation et peut-être qu'elle va nous manger malheureusement, ou nous détruire, j'en sais rien, mais il y a un va-tout peut-être à jouer, c'est l'enjeu de mon point de vue, et de créer des champions, c'est quand même l'objectif à terme. Voilà. Oui, juste un complément d'information par rapport à ça. Le marché des paiements aux États-Unis, c'est un marché extrêmement compliqué avec beaucoup de barrières à l'entrée. Toute personne qui veut se lancer dans le marché des paiements aux États-Unis le sait. C'est moins harmonisé en réalité qu'en Europe, les paiements aux États-Unis. Donc déjà, c'est un gros mammouth. Et en ce qui concerne la crypto, ils ont une approche qui est assez différente de la nôtre, en ce sens qu'ils vont faire une sorte de MiCA-bis, c'est un peu ce que tu dis. Par contre, ils n'ont pas l'intention, dernière nouvelle en tout cas, de faire un e-dollar qui serait sous la responsabilité de la Fed. Ils sont beaucoup plus pragmatiques que ça et ils disent nous on va souffler un vent favorable sur des stablecoins dollars d'opérateurs privés et on va gonfler en fait la force de frappe d'un Tether et d'autres, qui est une autre approche que l'euro numérique. Et c'est quand même à réfléchir. Ouais. Du coup, dans la réflexion, de mon point de vue, sur ce que tu dis, et légitimement en fait, je pense que les Américains n'ont pas les mêmes problématiques au niveau de leur monnaie que celles que nous on a aujourd'hui en Europe notamment. Et donc pour eux, d'avoir en fait une CBDC, enfin un euro digital, un dollar numérique, le cas échéant, n'a pas les mêmes impacts en réalité que ce que peut être la gouvernance aujourd'hui de l'euro, notamment sur le territoire. Sachant que on a l'hégémonie du dollar aujourd'hui partout dans le monde, ça devient, enfin c'est la monnaie la plus utilisée. Et elle est en train de se répercuter à nouveau en fait sur le marché des cryptos, puisque toutes les contreparties qu'on a aujourd'hui sur les marchés sont en USDT, USDC, et pas en EUROC ou en EUROT ou via d'autres acteurs. Donc je pense qu'il y a quand même deux visions des choses. Bon, il y a une vision aussi très libertarienne malgré tout, je pense, de ce que devrait être la société. Je pense que c'est deux blocs aussi qui s'opposent. Le côté américain très libertaire, très pro-capital first. Et l'Europe qui est toujours un petit peu plus conservatrice de mon point de vue sur ces sujets. Il y a un point d'interrogation là-dedans, c'est l'innovation, qu'est-ce qu'elle va nous proposer dans le futur comme nouveau stablecoin, c'est-à-dire adossé à des valeurs auxquelles peut-être on ne pense pas. Et ça, c'est un point d'interrogation parce qu'en réalité, ça, c'est de l'innovation pure. Je vais vous donner un exemple. Il y a maintenant l'émergence de quelques stablecoins adossés à l'eau. À l'eau, ben on n'y pensait pas. On sait qu'il y a des stablecoins adossés à l'or, il y en a au moins 80 sur le marché, plus ou moins sérieux, et ça c'est bien connu, mais voilà un actif qui est mondial, etc., et qui est un enjeu planétaire, qui est l'eau. Il y a des stablecoins adossés à l'eau. Alors à regarder, parce que là on est uniquement focalisé sur cette dualité hégémonique entre le dollar et l'euro, mais l'innovation va peut-être nous donner d'autres solutions. Peut-être.
Oui, complètement. Alors on a parlé des États-Unis, on a parlé de l'Europe, mais il y a aussi d'autres parties du monde. Damien commençait à en parler un peu tout à l'heure. Il y a notamment l'Asie. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot de l'évolution des crypto-monnaies et de cette question du paiement? En Asie, c'est assez particulier parce que, bon, déjà c'est grand, donc il faut regarder quelle partie, mais si on regarde déjà juste l'Asie du Sud-Est, un use case assez prenant dans le paiement, ça reste le cross-border. Ça reste le remittance. Vous avez beaucoup de gens qui travaillent par exemple à Singapour et qui envoient de l'argent à leur famille, que ce soit aux Philippines, en Indonésie, etc. Et pour ça, vous avez des files de personnes qui attendent devant des banques postales pour pouvoir envoyer de l'argent à leur famille. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une prolifération justement de ces business models dans ces pays-là, puisque ça s'y prête. On a plus besoin de remittance là qu'ailleurs, au vu du déplacement des individus dans ces régions-là. Dans d'autres cas, par exemple la Chine, on va avoir, et ça c'est plus pour l'utilisation de la blockchain que des crypto-monnaies en tant que telles, on va avoir l'utilisation de la blockchain pour des produits financiers spécifiques, comme par exemple le supply chain finance, où on va se dire, bah, voilà, en Chine, le supply chain c'est quand même majeur. Une fois qu'on doit donner un crédit à une institution, bah, pour qu'elle puisse le splitter avec tous ses fournisseurs, en général, elle le split à son numéro 1, son numéro 2, mais pour pouvoir identifier toute la chaîne, aujourd'hui, il y a des banques qui adoptent la blockchain pour pouvoir tracer toute la chaîne de fournisseurs. L'idée de ça, c'est après Covid, on s'est rendu compte que certains fournisseurs tombaient et en fait, ils n'avaient pas le funding nécessaire pour pouvoir envoyer leurs ressources. Et donc voilà, là, la blockchain est venue en secours. Donc c'est vrai que je pense qu'on verra une transformation en Asie grâce à la blockchain qui sera peut-être plus rapide pour certains produits financiers parce que le marché régulatoire, donc la manière dont la régulation est faite là-bas, est favorable à une telle construction. Il y a aussi sur l'Asie du Sud-Est, ils sont très matures aussi sur les moyens de paiement, notamment sur le côté digital. Nous, le QR code, on a commencé à l'utiliser parce qu'on a eu le Covid, malheureusement. La réalité, c'est que là-bas, en tous les cas, tout est digital déjà. En fait, on paye déjà tout avec son téléphone, on fait tout avec du QR code. J'ai parlé en préambule d'Alipay, WeChat Pay, enfin, c'est les bons exemples pour le coup. Donc, ils sont hyper matures sur ces sujets-là. C'est rapide. Et puis, bon, il y a quand même aussi un sujet disons que la maturité en fait, du marché va amener la technologie à forcément évoluer dans des cas d'usage qui seront en effet autour du cross-border, mais aussi du retail, de mon point de vue, de façon beaucoup plus importante. Plus rapide que nous, malheureusement. Merci. Il nous reste un peu plus de 5 minutes. Je vais vous proposer de passer aux questions. Est-ce qu'il y a un point que vous voulez ajouter avant de passer aux questions? Ok, parfait. Alors, est-ce que dans la salle, vous avez des questions sur le sujet? Oui, allez-y. Alors moi j'ai quelques inputs sur ça. Nous, notre réseau aujourd'hui est très franco-français, francophone. Nous on a ouvert en France, en Belgique, Luxembourg, Suisse et Monaco, donc on reste très franco-français. Ce qu'on voit, par contre, c'est qu'on a aussi bien des Français qui payent, en effet, en crypto. Nous, par exemple, comparé à Coulipa, et je te laisserai peut-être la parole après sur ce point-là, nous, on a du mal, et je suis tout à fait honnête quand je dis ça, à toucher les transactions du quotidien. C'est-à-dire qu'on a déployé, nous, par exemple, des Carrefour City, où vous pouvez acheter votre kilo de tomates à 2,50 € en crypto. La réalité, c'est que on le fait quasiment jamais ou très peu. Bon, donc nous, on ne va pas toucher via, je pense aussi, l'usage, notamment nos règles de KYC, etc., qui sont un petit peu difficiles sur toute cette partie-là. On ne va pas toucher cette typologie de clientèle. Par contre, on va toucher des porteurs de crypto qui ont potentiellement, en réalité, pas beaucoup d'euros, ou en tout cas qui utilisent l'euro pour... le quotidien, mais qui ont fait de bons placements, notamment sur de la crypto. J'ai une anecdote sur ça. On a un jeune homme qui était développeur sur Minecraft, donc qui développait des skins
sur Minecraft, il se faisait payer du coup en euros, avait acheté de la crypto à une époque où voilà, elle était encore très abordable, en 2018-2019 notamment. Et lui s'est fait plaisir en s'achetant un véhicule, par exemple, à plus de 50 000 euros du coup en crypto, parce qu'il avait fait de la plus-value dessus notamment. Et en fait, il voulait se faire plaisir parce que pour lui, il voulait que ça devienne quelque chose de tangible. Et donc ça, c'est le vrai sujet chez nous et on le voit. Les achats qu'on a, c'est des achats où on constate quand même une augmentation du panier moyen chez les marques de plus de 25%. Donc le porteur de crypto, en tout cas celui qui va payer dans les commerces aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a quand même une valeur importante pour le marchand parce qu'il augmente le panier moyen, la dépense moyenne notamment, sur des achats qui sont des achats plutôt plaisir. Donc nous, on ne touche pas du tout les transactions du quotidien, comme je vous le disais. Et ensuite, sur le mix client, on a aussi beaucoup d'étrangers, en effet, qui ont d'ailleurs des règles fiscales, notamment. T'en parlais tout à l'heure sur la taxation, sur le paiement, notamment, en tout cas l'événement de fiscalité, entre guillemets, qui sont plus favorables. Voilà. C'est vrai qu'en France, la taxation sur le paiement en crypto est particulièrement difficile, mais ça n'empêche quand même qu'il y a quand même de l'usage, mais plutôt sur cette verticale-là, l'achat plaisir. Voilà. Ouais, sur Coulipa, nous, donc, nos clients sont des wallets non custodiaux, donc des wallets crypto en ligne, comme Solflare sur Solana ou Argent sur le réseau Starknet. Eux, leur objectif, c'est justement la dépense du quotidien de leur communauté. Et ce qu'on voit apparaître au fur et à mesure dans les transactions, c'est plutôt des gens quand même qui sont dans la crypto depuis quelques années, 30-40 ans, plutôt des hommes. Et justement, au fil du temps, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait une massification et que ça devienne adopté. Juste pour compléter sur cette partie-là, parce que de mon point de vue, elle est importante. En fait, de mon point de vue, c'est lié à l'expérience utilisateur que Coulipa propose comparée à celle que nous, on propose en réalité. Coulipa, hein, c'est une application sur laquelle vous allez faire votre KYC, vous allez créer un compte client, etc. Et sur lequel, après, vous allez payer un peu en plug and play en réalité avec votre carte bancaire. Dans l'usage de notre côté, c'est un petit peu différent puisqu'on est plutôt un connecteur, une passerelle de paiement sur un format d'open banking assez classique. Et donc sur l'entrée en relation, en général sur du non-custodial par exemple, vu qu'on n'a pas forcément de compte client quand on ne vous connaît pas, c'est assez painful, je vais dire, en termes d'expérience utilisateur, qu'on n'a pas quand vous allez payer avec votre compte crypto.com, Coinbase ou Binance par exemple. Voilà. Oui, juste pour répondre à votre question, il faut se rendre compte que dans le monde, il doit y avoir quelques millions de personnes qui ne fonctionnent qu'avec de la crypto. Et si vous prenez le monde des développeurs, par exemple, c'est très courant. Il y a des développeurs qui, depuis des années, se font payer que par crypto. Que ce soit par Bitcoin, ils sautent de joie, ou que ce soit par stablecoin. Pourquoi? Parce que ça bypasse complètement le système bancaire. Qu'est-ce que c'est facile, quand vous êtes habitué à le faire, de pouvoir recevoir des USDC ou des USDT sur son wallet. Et chacun prend ses responsabilités au niveau fiscal. Voilà. Et en fait, tout l'enjeu est là, c'est que cette émergence, elle est venue de sa facilité et de la liberté qu'elle procure. Mais maintenant, il y a un autre mouvement qui est celui des régulateurs et des lois qui tentent de faire rentrer dans le rang les cryptos. Et donc tout le challenge, il est là. Est-ce qu'on va passer la rampe de cette mise en conformité de la crypto? Parce que ce qui faisait l'agrément et l'attrait des cryptos, ce que je viens de dire, disparaît quand même au moins partiellement avec le poids de la réglementation. Que ce soit du KYC, la fiscalité, les exchanges qui doivent déclarer les données sur leurs clients, etc. Il y a énormément de poids réglementaire maintenant sur la crypto. Et donc ça reste quand même, il faut être honnête, un vrai point d'interrogation. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, allez-y. Oui, je pense que dans tout ce qui va nécessiter du transfrontalier, vous allez avoir une nécessité de pouvoir accepter de l'argent en crypto, parce que comme on le disait, c'est global, c'est instantané, c'est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc là-dedans, on va gagner en opérationnel et en désintermédiation. À l'époque, on avait un peu regardé si certaines agences de voyage étaient intéressées
d'accepter du Bitcoin ou de l'Ether. Et à l'époque, on était en 2021, ils nous répondaient non, nos marges sont assez bonnes, on n'a aucune raison d'accepter du Bitcoin, on est bien avec. Donc c'est vrai qu'il y a certaines industries où on se disait le travel pourrait peut-être, mais en fait même pas. Donc ça c'était en 2021, ça a dû changer depuis, mais c'est vrai qu'il y a des cas d'usage évidents dans tout ce qui est trade, et puis le reste, à mon avis, ce sera au fur et à mesure que l'adoption évidemment va se faire par les individuels, ça va forcer à un moment les business à ce que la demande suive. Nous on voit, juste pour compléter, énormément de marques dans le luxe notamment nous sollicitent, mais pour les enjeux que j'ai évoqués, notamment pour toucher une clientèle internationale, c'est des vrais enjeux, qui ont une fiscalité sur les cryptos qui est complètement différente. Et on le voit aussi quand même, et de plus en plus, on a beaucoup de boîtes qui nous sollicitent aujourd'hui, notamment ceux qui font du crowd equity, du crowdfunding, etc., dans un sujet de diversification. Et en plus, c'est hyper smart parce que là, le Bitcoin est à, je crois, pas loin de 100 000. Je crois qu'il y retourne ou pas loin, il me semble. La plupart, peut-être, des porteurs risquent de convertir, pourquoi pas, ou diversifier leurs investissements. Et du coup, c'est des vrais enjeux pour ces plateformes. Donc, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'attrait aussi sur ces plateformes-là de diversifier en fait les moyens de paiement et de pouvoir aller toucher un peu ces communautés de porteurs de crypto notamment. Voilà. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette table ronde. Merci pour votre attention. Merci encore à tous les quatre pour vos interventions.